Vous êtes seul chez vous. La porte est fermée. Le téléphone est posé quelque part, hors de votre champ de vision. La maison est calme, presque trop calme, et soudain quelque chose change. Ce n'est pas une douleur violente, ce n'est pas un choc brutal, c'est une sensation étrange, sourde, profonde. Comme si votre poitrine se resserrait lentement, sans prévenir. Comme si l'air devenait plus lourd à l'intérieur de vous. Vous restez immobile quelques secondes, vous essayez de comprendre, vous vous dites que ce n'est sûrement rien. Une indigestion, un stress passager, un faux signal. Mais au fond de vous, une autre pensée apparaît. Une pensée que beaucoup d'hommes connaissent. Une pensée qu'on n'ose pas formuler à voix haute. Et si cette fois ce n'était pas comme d'habitude? Chaque jour en France, des milliers d'hommes vivent exactement ce moment. Ils sont seuls. Ils ne crient pas. Ils ne tombent pas. Ils hésitent, et cette hésitation coûte des vies. Je m'appelle le docteur Julien Valcoré. Depuis plus de 30 ans, j'ai travaillé dans les services d'urgence, là où les décisions se prennent en quelques minutes, parfois en quelques secondes. J'ai vu des hommes forts, actifs, encore pleins de projets s'effondrer parce qu'ils ont attendu. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ne savaient pas. Ce que je vais vous dire aujourd'hui ne ressemble pas à ce que vous avez entendu ailleurs. Ce n'est pas un discours rassurant. Ce n'est pas non plus une leçon de médecine. C'est le résultat de milliers d'heures passées au chevet de patients, à observer une chose très simple, qui survit, et pourquoi. Quand un homme fait une crise cardiaque seul chez lui, sans savoir quoi faire, ses chances sont terriblement faibles. Dans la grande majorité des cas, il n'arrive jamais vivant à l'hôpital. Mais quand il sait reconnaître ce qui se passe et agir immédiatement, la situation change radicalement. La différence entre la vie et la mort n'est pas la chance, ce n'est pas la force physique, c'est la connaissance et la rapidité. Il y a quelques semaines, à 4 heures du matin, mon téléphone a sonné, ce genre d'appel qu'on reconnaît tout de suite. Une voix tendue, pressée, à la limite de l'émotion, c'était le fils de Jean-Pierre, un homme que j'avais suivi quelques mois plus tôt. « Docteur, mon père est vivant. » Jean-Pierre avait fait un infarctus 3 heures auparavant, seul dans son appartement. Personne pour l'aider, personne pour l'encourager. Et pourtant, quand les secours sont arrivés, il était conscient, fatigué, mais vivant. Plus tard, quand je lui ai parlé, il m'a regardé longuement et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. À un moment, j'ai compris que chaque seconde comptait. Alors j'ai fait exactement ce que vous m'aviez appris. Aujourd'hui, si Jean-Pierre est encore là, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas le hasard, c'est parce qu'il a reconnu les signes. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent, parce qu'une crise cardiaque ne ressemble presque jamais à ce que vous imaginez. Dans l'imaginaire collectif, une crise cardiaque est spectaculaire, on s'effondre, on crie, on tombe brutalement. Mais la réalité est bien plus dangereuse parce qu'elle est silencieuse. Dans la vraie vie, ça s'installe doucement, presque discrètement, comme un voleur qui entre par la fenêtre pendant que tout le monde dort. Ce matin-là, Jean-Pierre s'était levé comme tous les autres jours. Même heure, même routine, il préparait son café, feuilletait distraitement le journal, pensant déjà à sa promenade habituelle. Et puis il a senti quelque chose. Pas une douleur franche, une gêne, une pression étrange au milieu de la poitrine. Rien d'alarmant au début. Il s'est dit que c'était peut-être le repas de la veille. Un plat un peu trop lourd, un reflux, un simple inconfort. Mais 10 minutes ont passé, puis 15. Et au lieu de disparaître, la sensation s'intensifiait. C'est là que le premier signal apparaît. Celui que tant d'hommes ignorent. Une pression qui dure. Pas une douleur aiguë qui va et vient. Quelque chose de constant, comme si la poitrine était prise dans un étau invisible. Certains patients me disent qu'ils ont l'impression qu'un poids énorme est posé sur leur thorax. D'autres parlent d'un poing qui se resserre lentement à l'intérieur. Les mots changent mais le message est le même, quand ça dure, quand ça ne cède pas, quand le corps insiste. Puis vient le deuxième signal, celui qui surprend le plus. La douleur ne reste pas là où on l'attend, elle voyage. Elle descend dans le bras gauche, parfois dans les deux bras. Elle remonte vers le cou, la mâchoire, le dos. Jean-Pierre a senti son bras gauche devenir étrange, comme engourdi, puis sa mâchoire s'est mise à faire mal, sans raison apparente. À ce moment précis, quelque chose a changé dans sa tête. Il a arrêté de se mentir. Le troisième signal est plus sournois encore, une fatigue écrasante, inexpliquée. Vous n'avez rien fait de particulier, vous n'avez pas couru, vous n'avez pas porté de charges lourdes, et pourtant vous êtes épuisé, comme si toute votre énergie s'était évaporée d'un coup. Chez les hommes habitués à être actifs, c'est souvent ce signe qui déstabilise le plus. Puis arrivent d'autres indices, l'essoufflement, les sueurs froides, vous êtes assis tranquillement, et pourtant respirer devient difficile. Vous transpirez alors qu'il ne fait pas chaud. Votre corps réagit comme s'il était en danger. Et parfois, les vertiges, les nausées. Cette impression de malaise général. Beaucoup d'hommes font alors une erreur fatale. Ils pensent à une gastro, à une intoxication alimentaire. Ils prennent un médicament pour l'estomac et ils attendent. Ce que je veux que vous compreniez est simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les symptômes. 2 ou 3 suffisent largement pour agir. Et si vous avez du diabète, de l'hypertension, du cholestérol, ou si vous avez fumé pendant des années, votre corps est encore plus vulnérable. Votre risque est bien plus élevé que vous ne l'imaginez. C'est exactement à ce moment-là que tout se joue, parce que reconnaître ce qui se passe ne suffit pas.
Il faut savoir quoi faire immédiatement. Jean-Pierre n'a pas survécu parce qu'il était plus fort que les autres. Il a survécu parce qu'il n'a pas hésité. Il savait que chaque minute comptait, et il a agi. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer ce que lui a fait, seul, chez lui, minute après minute, des gestes simples, concrets, qui ont fait toute la différence. À l'instant précis où Jean-Pierre a compris ce qui se passait, il n'a pas cherché à être courageux. Il n'a pas essayé de tenir. Il n'a pas minimisé. Il a arrêté, net. Il s'est assis, pas par faiblesse, par intelligence. Quand le cœur est en détresse, chaque effort inutile l'épuise davantage. Se lever, marcher, vouloir, voir si ça passe, c'est demander à un cœur déjà en difficulté d'en faire encore plus. Jean-Pierre s'est assis dans son fauteuil, le dos bien calé, rien de spectaculaire, juste le bon réflexe, au bon moment. Puis il a fait quelque chose que beaucoup d'hommes n'osent pas faire. Il a appelé les secours, pas plus tard, pas après avoir attendu, tout de suite. Il a composé le 15, et dès que quelqu'un a décroché, il a commencé par dire son adresse, avant même de parler de la douleur, avant même d'expliquer. Parce qu'il savait une chose essentielle. Si sa voix s'arrêtait au milieu de l'appel, quelqu'un saurait déjà où venir le chercher. Il a parlé calmement, il a décrit ce qu'il ressentait, sans dramatiser, sans minimiser. Pendant que la ligne restait ouverte, il a fait un geste auquel presque personne ne pense. Il s'est levé lentement. Il a ouvert sa porte d'entrée. Il l'a laissé déverrouiller. Ce détail paraît insignifiant. Il ne l'est pas. Des vies se perdent chaque année parce que les secours perdent de précieuses minutes devant une porte fermée. Jean-Pierre, lui, avait tout anticipé. Il s'est ensuite installé en position semi-assise, légèrement incliné vers l'arrière, ni allongé, ni droit comme un piquet. Dans cette position, le cœur force moins. Le cerveau reste bien irrigué. La respiration devient plus facile. Puis il a respiré, lentement, profondément, 4 secondes par le nez, 6 secondes par la bouche, pas pour se détendre, mais pour envoyer un message clair à son corps. Le danger est là, mais la panique ne prendra pas le contrôle. Cette respiration a ralenti son rythme cardiaque, elle a réduit la pression, elle lui a permis de rester conscient jusqu'à l'arrivée du SAMU. Quand les secours sont entrés chez lui, ils n'ont pas trouvé un homme paniqué, ils ont trouvé un homme préparé. Et c'est là que je veux m'adresser à vous. Jean-Pierre ne s'en est pas sorti par hasard. Il s'en est sorti parce qu'il avait réfléchi à tout cela avant, à froid, dans le calme. La différence entre ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas se joue souvent bien avant la crise elle-même. Elle se joue dans la préparation, dans le fait de savoir où est son téléphone, dans le fait d'avoir réfléchi à ce qu'on ferait si ça arrivait, dans le fait d'avoir accepté une vérité inconfortable, oui, ça peut m'arriver. Chaque année, après 65 ans, un homme sur 3 connaîtra un problème cardiaque sérieux, et dans la majorité des cas, cela arrive à la maison, quand on est seul. Mais voici la chose la plus importante que je veux que vous reteniez. Une crise cardiaque n'est pas forcément une condamnation, elle devient mortelle quand on hésite, quand on attend, quand on espère que ça va passer. Un homme préparé n'est pas un homme anxieux, c'est un homme lucide. Un homme qui a décidé que, le jour où son corps tirera la sonnette d'alarme, il saura quoi faire. Gardez-la à un endroit visible, pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre longtemps. Parce que la vraie force, ce n'est pas d'ignorer le danger, c'est de s'y préparer. Je suis le docteur Julien Valcoré, et si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous effrayer. C'est pour que, si un jour vous vous retrouvez seul, dans le silence de votre maison, avec cette pression étrange dans la poitrine, vous ne soyez pas démunis. La connaissance sauve des vies, la préparation aussi. Prenez soin de vous.